Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptos Technical Briefing. Chers amis, ravi de vous retrouver mardi 2 décembre 2025. J'ai envie de traiter dans cette nouvelle édition du CTB le sujet du cycle de 4 ans, modèle cyclique qui s'impose sur le cours du Bitcoin depuis les tout débuts et qui semble vouloir s'imposer encore depuis le mois d'octobre dernier, ce fameux cycle de 4 ans qui aurait une voix dominante sur tous les autres facteurs d'influence fondamentaux, sur le cycle macroéconomique, sur le cycle de politique monétaire, sur le cycle de liquidité, ce fameux cycle de 4 ans qui du coup nous tracerait la route jusqu'en septembre-octobre prochain, sur le plan donc, du timing, l'aspect temporel, sur le plan de l'action des prix, sur le plan du drawdown, etc., etc. Mais voilà, cycle après cycle, le halving perd de sa force. Oui, car le cycle de 4 ans, faut bien qu'il soit forgé autour d'un événement qui a lieu tous les 4 ans, c'est le halving, qui consiste, vous le savez, tous les 4 ans à diviser par 2 la prime nominale, sauf que, halving après halving, on divise par 2 un montant de plus en plus petit. Et donc d'un point de vue absolu, eh bien, il n'y a pas le même impact sur l'offre, si vous voulez. Alors, pourquoi je traite ce sujet? Parce que ça circule ci et là, et au fond c'est la vraie question à se poser, parce que si ce n'est pas un piège, en fait, le fait de dire c'est un piège ou pas un piège, quel est le débat? Il y a plein de sujets que je vais traiter dans cette vidéo, mais attendez, je parle un peu de ça, puis après je vous donne le plan. Si vous voulez, le fait de dire c'est un piège, c'est pas un piège, ce n'est pas un piège s'il s'agit donc du facteur dominant. En fait, il y a plein de facteurs qui influencent Bitcoin, mais son cycle, à proprement parler, son cycle qui le concerne lui, qui concerne l'évolution de son offre, la demande c'est autre chose, mais qui concerne l'évolution de sa création, de sa production, continue de s'imposer et domine tous les autres facteurs d'influence. Le cycle de politique monétaire, le cycle de politique budgétaire, l'aspect liquidité, même de manière générale le cycle macroéconomique, qui eux agiraient, mais de manière marginale, comme des petits cycles à l'intérieur du gros cycle. Bon, ok. Le fait de dire que ce cycle de 4 ans serait un piège consiste à dire que, non pas qu'il n'existe plus, mais que son impact, alors soit effectivement il n'existe plus, soit il existerait encore, mais son impact deviendrait marginal. Il aurait donc une influence, comme là finalement il peut l'avoir depuis octobre dernier, mais sa forme changerait, sa durée, son effet changerait, du fait de l'impact dominant d'autres facteurs, comme le cycle macroéconomique, le cycle de liquidité, les perspectives de politique monétaire, la corrélation avec le marché action, etc., etc. C'est ça dont j'ai envie de vous parler. Car effectivement, c'est assez troublant de voir que depuis le début du mois d'octobre dernier, on semble répéter, quasiment au jour près, vous le savez, des durées de cycle passé, et que là, le drawdown est déjà de 36% depuis le record historique, donc ça semble bien matcher, et donc comme ça semble bien matcher, bien finalement, nous serions capables de projeter, de prédire là où serait BTC en septembre, octobre prochain. Sauf que déjà, si on s'en tient à ce cycle de 4 ans et à ce fameux halving, ce qu'on constate, c'est que halving après halving, il perd en poids. Le tout premier halving consistait en un choc d'offres énorme pour le BTC. Mais tous les 4 ans, on divise par 2 une somme qui est de plus en plus petite. Sachant qu'en plus, face à cela, la demande de BTC actuelle par rapport à ce qu'elle était il y a plus de 10 ans n'est plus la même. C'est sans commune mesure, en grande partie du fait des ETF, spot US. Donc déjà, en fait, sans étudier les autres sources d'influence de la tendance de fond de Bitcoin, on peut se dire que finalement, ce halving, maintenant, c'est une petite aiguille, quoi. Ça peut picoter les pieds, mais est-ce que ce halving est encore capable d'imposer son propre rythme? Alors, s'il n'est plus capable d'imposer son propre rythme, peut-être qu'on va continuer de suivre le rythme de ce cycle de 4 ans, parce que c'est aussi un cycle, il y a de la psychologie en bourse, ça peut être un cycle qui s'impose maintenant de manière psychologique, tout le monde a en tête ce fameux cycle, et donc agirait en conséquence. Comme par exemple, on a pu voir qu'un certain nombre de baleines, les fameuses whales, avaient commencé dès juillet, août, septembre, à commencer à sortir, peut-être en ayant en tête ce cycle, sans se poser la question de l'impact réel sur l'offre, car maintenant, le prochain halving, l'impact sur l'offre de Bitcoin sera résiduel comparé au tout premier halving. Le prochain halving a lieu en 2028. Donc, par contre, si donc c'est un piège, c'est-à-dire que l'impact devient minoritaire, là nous serions donc en train de répéter la première partie de ce fameux marché baissier, mais très vite on en sortirait, en tout cas
potentiellement plus tôt que prévu, parce que d'autres facteurs pourraient prendre le dessus. Bon, c'est un peu tout ça dont nous avons parlé. Alors, première partie, justement, je commencerai par ça. Cycle de 4 ans, piège, pas piège. J'illustre tout ce que je viens de vous dire et puis je vais apporter un certain nombre d'arguments. Deuxième partie, on fait un point technique, Bitcoin, altcoins. Voilà, bon, j'actualise l'analyse technique du cours du BTC. Troisième partie, S&P 500. Alors lui, ne l'oublions pas, pour le coup, on peut simplement dire que Bitcoin est corrélé aux actifs risqués en bourse, corrélé au Nasdaq, corrélé au S&P 500, et que finalement, c'est le SP500 qui va imposer son cycle à Bitcoin. Et donc, si le SP500 est tout en haut, peut-être trop cher, trop valorisé, qu'il a besoin de s'en manger une, Bitcoin n'y échappera pas. Et dans ces cas-là, ce serait qu'un pur hasard que ça colle au cycle de 4 ans de Bitcoin. Bon, dans tous les cas, on va parler du SP500. Quatrième partie, c'est le retour cette semaine, normalement si tout va bien, de l'inflation US-PCE dont nous n'avons pas entendu parler depuis le mois de septembre dernier, fin septembre, parce qu'il y a eu le shutdown, parce que les données sont en retard, parce que certaines données sont perdues, ne seront jamais publiées. Bon, en tout cas, vendredi, d'après le BEA, nous devrions avoir les chiffres du PCE, inflation PCE, indice d'inflation favori de la Fed, sachant que la Fed, elle cause le 10 décembre. Il y a beaucoup de fondamentaux ce mois-ci. Entre l'inflation le 5, la Fed le 10, qui va mettre à jour sa projection macro, le 16, deux rapports NFP en retard, le 19 décembre, la décision de politique monétaire de la Banque centrale du Japon. Direz-vous, on s'en fout du Japon. Non, on s'en fout pas du Japon. Non, ça peut être la fin, ça a déjà commencé, la fin du carry trade. Les taux du marché remontent au Japon, les taux de la Banque centrale du Japon remontent. C'est fini le crédit pas cher au Japon pour investir sur les actifs internationaux. Et ça, on parle de centaines de milliards de dollars. Et c'est d'ailleurs c'est un stress pour les actifs risqués en bourse, c'est un stress pour Bitcoin, pour les cryptos. Le fait de cette perspective, c'est déjà en cours de fin du carry trade ou de forte diminution du carry trade en yens. Donc ça, il faut que je vous en parle parce que là, il y a aussi une corrélation entre la hausse de la vol sur les cryptos et puis cette remontée des taux d'intérêt obligataires japonais. Ce sera donc là, ce sera une des parties de cette vidéo. J'en ai même oublié une. Depuis le 1er décembre, c'est la fin du programme de quantitative tightening de la Fed. Je vais vous remontrer quel est historiquement l'impact de la fin du QT de la Fed sur le dollar, sur le SP500. Qu'est-ce qu'on peut envisager sur les cryptos, sachant que non, la fin d'un QT n'est pas le début d'un QE. J'insiste, la fin d'un QT, oui certes c'est la disparition d'un facteur de pression, il y en a tellement, ouf, un disparaît, mais ce n'est pas l'engagement d'un QE. Et pour les alts, ce qui les avait historiquement boostés, c'est le QE. Voilà. Notamment la hausse exceptionnelle sur le cycle précédent, en première partie de l'année 2021. Voilà, il n'y a pas de secret. Voilà, donc ça va être assez chargé. C'est pourquoi nous attaquons direct cette nouvelle édition du CTB. Chers amis, j'ai une super opportunité pour vous, pour ceux qui souhaitent me rejoindre chaque matin sur Cryptost Academy. Cryptost Academy, beaucoup d'intervenants, des formations, on parle crypto-monnaie, on parle perspective de prix. L'opération Black Friday est encore disponible via mon lien. Regardez, je vous montre quelque chose. Là, c'est en passant vers mon lien. Là, c'est le site Cryptost Academy classique. L'opération est encore disponible en suivant mon lien. Cryptost VG-2025, c'est la première ligne de la description de la vidéo. Alors je compte sur vous, foncez. Et puis nous nous retrouverons chaque matin en essayant d'attraper le point bas du marché crypto. Car oui, il y aura un bottom. Et oui, il y aura un prochain cycle haussier. A tout de suite sur Cryptost Academy. En 2025, des cybercriminels soudoient une équipe du support client de Coinbase afin de voler les données clients. On donne tout à son broker crypto. Au-delà d'identifier le mot de passe, les coordonnées bancaires. En 2017, un exchange crypto sud-coréen subit une attaque de cybercriminalité, fuite de données, vol de la base de données de plus de 31 000 clients. Bien pire que le bear market, l'incident de cybersécurité, les fuites de données menacent de mener votre portefeuille crypto à zéro. C'est ici qu'intervient NordPass de NordVPN. L'outil est incroyable, il scanne en permanence H24 le dark web pour savoir si vos données personnelles ont fuité. Et dès que vous êtes averti, vous pouvez les changer avant qu'il ne soit trop tard, avant que les pirates aient pu prendre votre identité et voler l'ensemble de vos cryptos. NordVPN, bien sûr, protection anti-menace, la protection de base, archi professionnelle, qui fonctionne même lorsque le VPN est désactivé, qui vous protège de toutes les activités des pirates, en fait de tous les liens malveillants, de toutes les tentatives de phishing. Chers amis, NordPass de NordVPN contre ce fléau de la cybercriminalité et des fuites de données. Suivez mon lien exclusif en description puisque vous avez 4 mois d'abonnement offert sur tous les abonnements NordVPN de 2 ans en plus. C'est déjà extrêmement pas cher et surtout, ça vaut quand même le coup d'éviter que votre portefeuille crypto aille à zéro du fait des pirates.
Le cycle de 4 ans est-il un piège? Donc comprenez-moi bien, le principe est le suivant. Le halving quadriennal, le fameux cycle de 4 ans qui se déploie, la phase de bull run, la phase de bear market, s'il y a eu suffisamment d'anomalies, de nouveautés, de choses qui ne correspondent pas au cycle passé dans cette phase de bull run quand même, qui a eu entre 15 000 et 125 000 $, c'est que potentiellement, soit ce cycle a moins d'impact, soit il n'existe plus, et donc forcément, moins d'impact, il n'existe plus. Ça remet en cause la perspective de ce bear qui aurait commencé le 6 octobre, qui peut durer 12 mois, etc., etc. Bon, on va jouer le jeu, on va reprendre toutes les choses, et on va commencer déjà par juste se concentrer, concentrons-nous, allez, respire avec moi, on se fait une petite séance d'hypnose, on se concentre, on se calme, on se projette. On voit Bitcoin à 200 000 $ en 2028, en 2029. Ça, c'est la base. Maintenant que vous êtes prêts, le cycle de 4 ans est devant vous. Donc effectivement, ça peut être assez bluffant, et donc vous constatez que ici vous avez donc le 41%, c'est le temps qui nous sépare du prochain halving, donc 41% d'avancée depuis le précédent halving jusqu'au prochain halving. Et effectivement, on peut voir que dans les cycles passés, il y a une comparaison, vous avez cette petite fenêtre verte qui fait la comparaison de cycle à cycle. Nous étions donc partout donc en bear market. C'est vrai que ça coïncide super bien, hein, et qu'on serait à peu près, en fonction des bears, on aurait déjà fait à peu près 15-20% du chemin, donc c'est pas beaucoup. Voilà donc l'impact de ce cycle de 4 ans qui est aussi représenté ici. Donc là c'est pareil, hein, c'est le Bitcoin Halving Cycle. Donc vous avez les 3 cycles passés, et là c'est la fenêtre en jaune nous fait donc dérouler le temps, et on voit où on se situe par rapport au cycle passé. Effectivement, ça correspond donc parfaitement à cette phase dite de bear market. Vous savez que nous avons signé le cycle 6 octobre dernier, et qu'on correspond assez bien aux moyennes des 2 cycles précédents. Donc beaucoup de choses, en fait, tiennent la route sur le plan de ce simple cycle, indépendamment de toutes les autres sources d'influence fondamentale. Alors, est-ce que vraiment c'est sérieux? À quel titre ce cycle magique, d'une certaine façon, s'appliquerait? Pourquoi? Sur quoi ça repose? Alors, c'est pas non plus si psychologique et si magique que ça, puisqu'il y a effectivement un événement qui a lieu tous les 4 ans, qui est donc le halving, qui n'est pas anodin, hein. C'est la division par 2 de la prime de minage. C'est comme ça que se fait la production de Bitcoin, en gros. Offre et demande, et tous les 4 ans, vous divisez la production par 2. Imaginez si, prenez le cours de l'or, le cours de l'argent, toute autre matière première, tous les 4 ans, vous divisez la production par 2, logiquement, le prix s'envole. Bon, très bien. Alors, le halving, c'était vrai au début, puisqu'il avait un fort impact. La chose, c'est qu'en fait, tous les 4 ans, vous divisez par 2 une somme de plus en plus petite. Et en face, l'offre, elle a gonflé, l'offre en circulation. Donc vous divisez tous les 4 ans l'offre par 2, d'une somme de plus en plus petite, vous rapportez ça à un stock qui est déjà massif, qui continue de croître, le rapport devient de plus en plus petit. Donc ça, c'est la première chose que je souhaite remettre en cause, pas remettre en cause, mais interroger. Encore une fois, je ne suis pas là pour dire que ce cycle de 4 ans n'existe plus. Quoi qu'il arrive, même si le halving a moins d'impact, ça restera toujours un des facteurs d'influence. Sauf que au début de la vie de Bitcoin, c'était le seul facteur d'influence. Désormais, il y a plein d'autres sources d'influence. Le business cycle, la liquidité, la politique monétaire, les corrélations, et ce cycle de 4 ans, qui peut donc agir, mais a-t-il la force d'agir jusqu'au bout? Alors, première chose, ici, quelques données qui vous montrent simplement que, halving après halving, le choc d'offres devient de plus en plus faible. Et vous avez notamment ici la colonne de l'inflation annuelle, de la production de BTC, et donc c'est logique, puisque tous les 4 ans, vous allez diviser par 2, donc effectivement l'offre est divisée par 2, mais la somme divisée par 2 est de plus en plus petite. Ce qui fait qu'au final, cette production qui se réduit, mais regardez, à la fin, l'impact devient ridicule en nombre de BTC par bloc. Et d'ailleurs, c'est très bien illustré ici. Donc là, vous avez les dates de halving, vous avez l'évolution de l'inflation annuelle. Au début, c'était massif. Les 2 premiers cycles, notamment, l'impact était fort et très fort. Et d'ailleurs, logiquement, regardez, de cycle à cycle, il y a eu un impact. La performance des bull runs était décroissante, en lien avec ce cycle de 4 ans, dont l'impact en termes d'offres devient en fait négligeable. Le halving de 2024, on voit que l'inflation annuelle était très réduite. Le prochain halving, l'inflation annuelle sera encore plus réduite. Donc déjà,
Ce qui faisait l'impact de ce halving, en fait, il y a deux choses. Il y a l'impact concret qui était un choc d'offre. Ce choc d'offre, c'est fini. Ce choc d'offre, c'est fini. Et il y a l'autre impact qui est l'impact psychologique. L'impact cyclotemporel que l'on connaît, l'impact psychologie de masse. Lui, il reste en place. Et donc, je pense que là, depuis le mois d'octobre, nous sommes dans cet aspect psychologique. Maintenant, dans le cycle de 4 ans, il y a l'aspect choc d'offre et psychologie. L'aspect choc d'offre, maintenant, c'est que dalle. Ça recule, ça vaut plus rien. Il reste l'aspect psychologique. Mais du coup, puisqu'il n'y a plus l'aspect choc d'offre, est-ce que vraiment on va aller au bout d'un bear market de 12 mois? Ou, puisqu'il n'y a que l'aspect psychologique, en fait, on commence là un petit bear market, on croit qu'on est dans le 12 et on ne fera pas le 12. Bon, vous voyez ce que je veux dire? Ce cycle de 4 ans n'est pas de la sorcellerie. Il y a une réalité, qui est cette division par 2 de la production de Bitcoin tous les 4 ans. Mais diviser par 2 tous les 4 ans, une somme de plus en plus petite. Et à la fin, la division, elle a un impact ridicule. Donc il n'y a plus de choc d'offre. Mais bon, ça c'est donc la première chose qu'on peut interroger, juste en se concentrant sur le cycle de 4 ans. Alors malgré tout, si ce cycle est actif, effectivement on connaît le schéma qui s'impose à chaque fois. Les drawdowns sont importants mais sont décroissants. Je vous renvoie à ma vidéo de la semaine dernière et c'est toujours en 3 temps. ABC, 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 c'est bluffant, c'est toujours pareil. Et donc là, on serait en 3 temps, et on aurait potentiellement fait déjà la première vague, une phase de rebond, et une dernière jambe de baisse, donc 12 mois, ça nous emmène jusqu'à fin septembre 2026, voilà. Donc effectivement, la question est de se dire, là on voit très bien qu'on a fait, regardez, la jambe, première partie, la A, la jambe lettrée A, la jambe lettrée A, la jambe lettrée A. Et là, on aurait fait, bientôt fini de faire, la jambe lettrée A. Donc tous ceux qui croient à fond dans ce cycle de 4 ans se disent, bah maintenant il y aura la B, puis il y aura la jambe finale. Mais si ce cycle de 4 ans n'a plus d'impact, parce que le halving n'a plus d'impact, ou quasiment non significatif, et qu'en fait d'autres sources d'influence vont prendre le relais, le dessus, et peut-être qu'en fait on n'aura pas ce bear market en 3 temps. Ou nous l'aurons peut-être, mais d'une manière plus marginale, plus faible en amplitude, plus faible en drawdown, ou même peut-être une troisième jambe qui n'enfoncerait pas le creux de la deuxième, et on ferait un double bottom sur 70K. Enfin, vous voyez, toutes ces choses s'interrogent. Mais donc, oui, c'est donc une première chose. Le halving quadriennal passe de moins en moins, et celui de 2028, c'est peanuts en termes d'impact d'offre. C'est peanuts. Ok, alors, il y a eu, dans cette phase de bull run, il y a eu beaucoup d'anomalies. Des choses nouvelles par rapport aux anciens bull runs. Alors effectivement, là ça colle bien, on voit dans les durées, le cycle de 4 ans, on est rentré dans la phase de bear, hein, ce graphique, vous savez, hein, ça fait des mois que je l'ai. Voilà, c'est vrai, on a passé la fenêtre, on est dans la phase de bear, ok. Bon. Première anomalie, jamais dans le passé, Bitcoin faisait un nouveau record historique avant le halving. Regardez ici. Là, c'était le halving, on n'avait pas fait de nouveau record. Le halving, on était loin de faire un nouveau record. Le halving, très loin de faire un nouveau record. Et là, donc, il y a eu le halving, et on a fait, regardez, un peu avant, le halving est là, et un petit peu avant, on avait dépassé le record de l'ancien cycle. Déjà, là, on se dit, bon, il y a une anomalie, c'est nouveau, donc du coup, est-ce que ce cycle est cassé? Du coup, c'est plus pareil. Première chose, il y a d'autres choses. Deuxième élément, le cycle de 4 ans se traduisait par un bear market avec un fort drawdown, parce qu'il y avait ce qu'on appelle un blow-off top, une envolée finale, en général, au 4e trimestre de l'année qui suit le halving. Cette fois-ci, au 4e trimestre de l'année du halving, non seulement il n'y a pas eu de blow-off top, pire, on a eu une chute de 35%. À partir de là, puisque le cycle de 4 ans était forgé sur cette phase finale d'envolée au Q4 de l'année qui suit le halving. On aurait pu rester flat, non, même pas, on a droppé. Vous avez ici l'illustration, avec en bleu la moyenne intercycle du BTC, et nous, ce qu'on a vous fait en noir, on a fait l'opposé. Donc, le halving, ça pèse plus rien en termes de choc d'offre, il y a eu un ATH avant le halving, on n'a pas eu de blow-off top au Q4, et donc, malgré tout, on aurait le traditionnel bear market avec moins 70%. Pourquoi? Alors qu'on n'a pas eu tous les éléments qui causaient ce bear market. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, j'interroge juste ça, mais voilà, ça c'est juste une réflexion sur est-ce que vraiment le halving compte encore? Alors par contre, il y a une dimension psychologique. Et depuis octobre,
notamment toutes les whales qui ont vendu. Et on sait qu'il y a eu beaucoup de ventes de la part des baleines depuis la fin de l'été et début de l'automne. C'est sûrement c'est l'aspect psychologique de ce cycle de 4 ans. Autre anomalie, en analyse on-chain, pas que, mais aucun modèle de fin de cycle n'a été activé. Vous avez notamment donc cette section sur CoinGlass qui vous en propose une trentaine, 0 sur 30. Sur le cycle précédent, lorsque Bitcoin avait fait ici son sommet, donc c'était à l'automne 2021, sur le cycle précédent, tous les modèles de fin de cycle avaient été activés. Je dis bien tous. Là, quand même, on se dit, bon, ok, un ATH avant le halving, pas de blow-off top au Q4, aucun modèle de fin de cycle activé, le halving qui pèse de moins en moins. Mais toutes ces caractéristiques du cycle de 4 ans n'ayant pas eu lieu, existe-t-il vraiment encore? Bon. Mais il y a l'aspect temporel qui semble bien fonctionner. Eh oui, toujours là, cet aspect temporel. Note notamment donc dans les modèles de fin de cycle qui n'ont pas été activés, le fameux terminal price, dont nous ne nous sommes simplement jamais approchés. À partir de là, les bear markets précédents étaient causés parce que ces modèles de fin de cycle avaient été activés. Là, on ne l'a pas fait. Pourquoi est-ce qu'on ferait un bear du coup? Ou un bear comme le marché avait l'habitude de faire de 12 mois. Ensuite, il y a toutes les autres sources d'influence. Il se trouve que les 3 précédents records des cycles passés de Bitcoin collaient parfaitement au cycle macroéconomique, le business cycle, l'activité macroéconomique. Je vais la représenter, cette activité macroéconomique, avec le ratio cuivre-gold et aussi avec les indices PMI de l'ISM aux États-Unis. Les indices PMI de l'ISM aux États-Unis et Bitcoin. Record de cycle de Bitcoin, record de cycle de Bitcoin, record des PMI US. Record de cycle de Bitcoin, record des PMI US. Record de cycle de Bitcoin, record des PMI US. Record de cycle de Bitcoin, record des PMI US. Et là, record de Bitcoin et les PMI sont tout en bas. Décorrélation avec le cycle macroéconomique. Ratio cuivre-gold. Record de cycle de Bitcoin en décembre 2013, record du cycle macroéconomique selon cuivre-gold. Idem en décembre 2017, idem en novembre 2021. Là, ce sont les phases de bull run Bitcoin aussi. Et là, ce bordel, on est tout en bas. Donc là, le cycle macroéconomique est en train de nous dire qu'en fait, une phase bullish peut avoir lieu plutôt en 2026. Alors, le cycle macroéconomique nous dit que ça va être bullish en 2026. Mais le cycle de 4 ans nous dit non, c'est bear market. Mais en même temps, ce cycle de 4 ans, il y a eu beaucoup d'anomalies. Et en plus, le halving pèse quasiment plus rien en termes de choc d'offres. Alors là, quand même, les pistes sont brouillées. Mais je continue. Dans le passé, le bear market Bitcoin correspondait parfaitement à la fois au bear market Bitcoin, mais aussi au bear market relatif. C'est-à-dire que Bitcoin faisait un sommet, le Bitcoin exprimé en or faisait un sommet, le Bitcoin exprimé en argent faisait un sommet. Bitcoin Gold Ratio, le sommet était bien à l'automne 2021, bear market d'un an. Or là, d'après le Bitcoin Or Ratio, nous sommes en bear market depuis déjà un an. Regardez, décembre 2024. D'après le ratio Bitcoin Silver, nous sommes en bear market depuis déjà un an. Alors là, on ne comprend plus rien. Le bear market aurait commencé en octobre 2025, mais relativement à l'or et à l'argent, il a commencé en décembre 2024. Donc ça fait déjà un an, donc en fait, on serait au bout. Alors, on est au début ou au bout du bear market? Et nous sommes au début ou au bout? Et peut-être, au fond, il n'existe pas. Nous sommes dans quelque chose de nouveau. Enfin, comprenez un peu là. Pourquoi ce n'est pas du tout aussi lisible et évident que les cycles passés? Il y a trop de différences. Et quand je vois toutes ces différences, pourquoi est-ce que nous aurions exactement le même bear market que le passé? Pourquoi est-ce qu'on irait parfaitement collé à la théorie du bear, alors que la phase de boule n'a collé à rien? Expliquez-moi, dites-moi. Dites-moi. Expliquez-moi.
Moi, je prends les... Mais possible. Il ne faut pas sous-estimer la force psychologique sur le comportement des masses boursières des cycles temporels. C'est parfois complètement bluffant. Il peut y avoir aussi de la manipulation des mains fortes contre les mains faibles. De la même façon, le cycle de liquidité ne correspond pas non plus. Je vous l'ai déjà montré, le momentum du M2, etc., etc. Ça, ce sont des choses que je vous ai déjà, montrées. Ok, alors, maintenant, Bitcoin analyse technique. Alors, d'un point de vue purement technique, sommes-nous en train de répéter donc, le fameux schéma en 3 temps? Donc là, prenons simplement l'exemple du précédent bear. Je vous ai montré tout à l'heure voilà, que tous les bear markets du passé, c'était 3 temps. Et donc, le fameux ABC, c'est vraiment assez dingue. Hein. ABC, 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 voilà. Donc, sommes-nous en train de reproduire ce schéma? Là, c'est simple. Là, vous avez le bear market du cycle précédent. La jambe A, la B, la C. La C toujours plus longue. La A, la B, la C. On aurait fait la A. Donc, notez d'ailleurs qu'en Ishimoku, on est dans le Kumo. La B s'était fait dans le Kumo. Est-ce qu'on fait la B dans le Kumo? Possible. C'est là en fait où tout va s'affronter. C'est-à-dire que ceux qui vont jouer à fond le cycle de 4 ans, le bear market, se disent bah, en fait là on va faire quelques semaines de caca, de dead cat bounce, et puis il y aura la dernière jambe de baisse, et on ira chercher pour de bon l'ex-ATH, hein, donc les 60. Moi, de toute façon, je pense que toutes les incursions entre 55 et 70, ça se paye hein, sur le long terme. Ma zone de confiance pour payer sur le long terme, c'est la bande ici. Là. 55K, 70K. C'est ma zone de confiance. Ou si vous voulez, de DCA, dollar cost averaging. Dollar cost averaging. Mais, voilà. Si tout le monde attend le A, B, C, a peut-être pas lieu. Bon, on verra. Il y a plein d'autres facteurs d'influence. Alors oui, dans les autres facteurs d'influence, bien sûr, le S&P 500, c'est pareil. Si le S&P 500 devait s'envoler pendant 1 an, c'est peu probable vu la cherté des actions. Mais est-ce que vraiment le cycle de 4 ans peut être actif? Bon. Alors, oui, le marché action est très cher. Oui, le S&P 500, en faisant une moyenne des ratios de valorisation, est sur un record. Oui, la tech est très chère. Oui, le secteur de la tech est très cher, mais en même temps c'est justifié. On peut voir que le PE ratio classique a rejeté sous cette résistance. Ok, très bien, mais ils font des bénéfices. Le cap ratio du S&P 500 n'est pas encore sur son record absolu de 2000-2001, mais il a dépassé le record de 2021. Bon, le SP500, lui, il est tout en haut. Pour l'instant, il ne casse pas de support, mais effectivement, on est toujours en zone de risque. Et ça, j'insiste, hein, si le SP500 devait revenir ici au 6002, retracé à son ancien ATH, Bitcoin ira tranquillement chercher les 70K, c'est logique. On n'y échappera pas. Là, si vous voulez, sur ce mois de décembre, vous allez avoir les chiffres de l'inflation en retard qui tombent, vous avez la Fed le 10 décembre, vous avez les chiffres de l'emploi le 16 décembre, et le 19 décembre, vous avez la décision de politique monétaire de la Banque centrale du Japon avec un stress massif sur la fin du carry trade. Carry trade, en gros, c'est depuis 20 ans, la haute finance s'endettait au Japon parce que les taux étaient à zéro, puis investissait dans les actifs risqués à travers le monde, sauf que les taux remontent au Japon. Donc cet argent gratuit, d'une certaine façon, disparaît. D'autre part, ça peut renchérir le yen, il faut bien rembourser les crédits qui ont été faits en yen, donc ça peut entraîner des ventes d'actions. Bon, il y a un stress là de centaines de milliards de dollars potentiels. Il y a beaucoup d'actus. N'oublions pas aussi la fin du programme de quantitative tightening depuis le 1er décembre. Alors, ça d'ailleurs, je vais justement en parler. Alors, faut être prudent. Attention, la fin d'un QT, c'est pas un QE. Ça va prendre un peu quelques jours, mais il va y avoir la mise à plat du bilan de la Fed. Ensuite, la Fed, on verra ce qu'elle fait. Mais désormais, lorsque les obligations arrivent à échéance, la Fed les réinvestit. Donc ça va maintenir le niveau des réserves bancaires. Ça va maintenir le niveau du bilan de la Fed. Les réserves bancaires, c'est à partir de là que les banques prêtent à l'économie. Grosso modo, la banque prête à l'économie, elle se prête entre elles, c'est un coefficient multiplicateur des réserves qu'elles ont auprès de la Fed. C'est ce qu'on appelle les réserves bancaires. Oui, elles ne prêtent pas ce qu'elles veulent. Donc, ah oui, alors lorsqu'on regarde historiquement l'impact sur le S&P 500 de la fin du QT, c'est pas bearish. C'est pas non plus forcément l'explosion haussière. Ce qui est vraiment bullish, c'est le QE. Mais il y a la fin du QT. Lorsque je regarde la fin du QT sur le dollar US, rappelez-vous, pour ne pas avoir de bear market violent, il ne faut pas que le dollar fasse une cassure technique haussière. Je vous renvoie vers mon CTB de la semaine dernière. Pour ne pas avoir un bear market violent, il ne faut pas que le dollar fasse de cassure technique haussière.
la fin du QT est plutôt un facteur baissier pour le dollar. Ce qui est vraiment haussier pour le dollar, c'est lorsque le QT commence. Et bien sûr, ce qui est bearish, c'est l'engagement d'un QE. Dans tous les cas, il va y avoir une mise à plat du bilan de la Fed qui peut servir. Je vous remonte ce graphique où on peut voir que la saison des alts, la grande phase de surperformance des alts entre 2019 et 2021, c'était lorsque le bilan de la Fed s'était mis à plat, fin du QT, mais c'était surtout le QE. Donc attention à ne pas confondre fin du QT et engagement d'un programme de quantitative easing. Le fait que la Fed interrompe son programme de quantitative tightening, on retire un facteur de pression au marché crypto, mais on ne lui donne pas un facteur bullish. Vous voyez ce que je veux dire? On lui retire un boulet, on ne lui donne pas une fusée. Vous comprenez la différence? On lui retire un boulet, on ne lui donne pas une fusée. C'est déjà bien. On lui retire un boulet, on peut se maintenir à flot. Allez dans un fleuve, pas loin de chez vous, une piscine, mettez-vous des gros boulets aux chevilles et essayez de ne pas vous noyer, c'est compliqué. Si on vous enlève les boulets, vous allez au moins flotter. Voilà. Maintenez à flot. C'est pas pareil que si vous prenez l'escalier pour monter au plongeoir de 10 mètres de haut, là c'est la fusée. Ça c'est le QE, c'est pas pareil. Voyez un peu, vous comprenez un peu ma petite métaphore ou pas? Je suis un métaphoriste. Bon, en tout cas c'est quand même pas mal. C'est intéressant et à suivre. Maintenant le bilan de la Fed, peut-être qu'il va commencer un peu à remonter, on va voir ce que la Fed fera. Mais tout ça c'est vraiment début 2026, hein, d'accord? C'est pas du court terme. Ça va être un gros risque pour la fin du mois. Et là, pour le coup, c'est un risque de drop massif. La remontée des taux au Japon, la fin de l'argent facile au Japon, on estime qu'il y a 500, 600, 700 milliards qui ont été empruntés au Japon à des taux bas pour investir sur des actifs à plus fort rendement à travers le monde. Les taux japonais remontent, la Banque centrale du Japon remonte ses taux, et forcément, cet argent gratuit disparaît. Et d'autre part, ça peut finir par enchérir le yen et faire que tous ces investissements qui ont été faits dans le monde soient vendus pour rembourser les crédits en yen avant que le yen reprenne trop de valeur et que ça renchérisse le coût du crédit. La fin du carry trade en yen peut être un sujet de pression et la décision de politique monétaire de la BOJ sera prise le 19 décembre. Et ça fera partie des choses pour lesquelles donc, il faudra être particulièrement attentif. Voilà, chers amis, bon, j'espère que cette petite synthèse vous a plu. Je suis fatigué, moi, tiens. Et voilà, donc, voilà. Le cycle de 4 ans, il existe, au moins, maintenant, c'est au mieux, maintenant, un cycle temporel. Parce qu'il n'y a plus d'impact sur l'offre de Bitcoin. L'impact est marginal. Mais ça reste un cycle temporel. La question est-ce qu'un simple cycle psychologico-temporel peut s'imposer face à des tendances macroéconomiques, business cycle, cycle de liquidité, etc. Alors, il faut bien sûr que tous ces facteurs soient bullish. Mais voilà, en tout cas, le piège sera peut-être d'aller s'enfermer jusqu'au bout dans ce bear market cyclique et qui, à mon avis, va nous surprendre tant en termes d'amplitude qu'en termes de durée. Merci à tous.